Après la Belgique, premier cas du variant Omicron détecté en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en République tchèque. Face aux dangers qui se rapprochent, la France, vous le verrez, durcit son protocole pour tenter d'éviter la propagation. En pleine crise sociale dans les Antilles françaises, le gouvernement ouvre le débat de l'autonomie de la Guadeloupe et crée la polémique. Critique à droite et au Rassemblement national. Mais comment réagissent les habitants de l'île? Vous le découvrirez dans ce journal. Flocons de neige et température glaciale à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Plus de 2000 migrants, des Kurdes d'Irak pour la plupart, rêvent toujours d'Europe. Ils racontent les promesses qu'on leur a faites et aujourd'hui, leur désillusion. L'envoyé spécial de France 24 a recueilli leurs témoignages. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La France n'est pas encore officiellement touchée, mais face aux cas qui se multiplient en Europe, les autorités ont décidé de prendre les devants. Toute personne cas contact d'une autre testée positif au nouveau variant Omicron devra être placée en quarantaine. Ce samedi, le Royaume-Uni, qui a annoncé 2 contaminations, a aussi durci les conditions d'entrée sur son territoire. Marie Justet. Une soixantaine de passagers sous surveillance aux Pays-Bas, 2 cas suspects en Allemagne, après une cinquantaine d'autres en Belgique, 1 en Italie et 2 au Royaume-Uni. Depuis quelques heures, l'inquiétude monte en Europe à cause du variant Omicron. Ce soir, Boris Johnson serre la vis et annonce de nouvelles restrictions. Nous demanderons à quiconque entre au Royaume-Uni d'effectuer un test PCR 2 jours après leur arrivée. Un test plus un isolement jusqu'à un résultat négatif. Aux Pays-Bas, hier, les passagers à bord de cet avion tout droit venu d'Afrique du Sud ont eu droit à un accueil particulier. Au terminal, vous serez attendus pour être testés. À peine débarqués sur le tarmac à Amsterdam, les 600 passagers sont testés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ont faim et commencent à s'énerver. Une situation à l'aéroport stressante selon ce passager français. Ça ressemblait plus à de la détention qu'à un confinement organisé. Pas de gel mis à disposition, pas de masque mis à disposition. On a passé la journée ensemble, collés les uns contre les autres. Après plusieurs heures d'attente, 61 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid. Placés dans un hôtel en quarantaine, ils attendent de savoir s'ils sont contaminés par le nouveau variant. Un variant jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, car le risque de transmission pourrait être élevé. C'est illusoire de penser que la France sera épargnée par ce variant, comme elle n'a jamais été épargnée par les autres variants. Le véritable enjeu, ça va être de savoir est-ce que ce variant a un potentiel de réplication, de transmissibilité plus fort que le variant Delta, et est-ce qu'il prendra la place dans le mois qui va venir. Même si aucun cas n'a été détecté dans l'Hexagone, le gouvernement français annonce ce soir que toute personne cas contact d'une autre testée positive au variant devra s'isoler obligatoirement pendant 7 jours, même si celle-ci est vaccinée. Un variant qui se propage partout dans le monde. Après avoir constaté un premier cas, Israël se barricade à nouveau. Le gouvernement a annoncé l'interdiction de son territoire aux visiteurs étrangers, cela pendant 2 semaines à compter de dimanche minuit. Direction à présent les Antilles françaises où les blocages routiers se poursuivent contre le pass vaccinal et la vie chère. Hier, en pleine crise sociale, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a suscité la polémique en déclarant que le gouvernement était prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, un sujet, vous allez le voir, qui divise sur l'île. Catherine Demanja. Pour tenter d'apaiser les violences, c'est l'annonce inattendue du ministre des Outre-mer. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Le gouvernement est prêt à en parler. Autonomie, le débat est lancé. Est-ce une revendication locale? Dans les rues de Pointe-à-Pitre, certains militent pour cette autonomie dans la République. Ça pourrait faire avancer beaucoup de choses parce qu'on regarde bien Tahiti. Ils ont l'autonomie et ça n'empêche qu'ils sont restés français. Et ça a avancé sur beaucoup de choses aussi. Pour d'autres, une telle réforme ne suffirait pas. Ce n'est pas l'autonomie qui sera la solution, de toute façon. Comment? Pourquoi?
Non, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Je pense qu'il faut mettre tout sous la table, écouter et puis trouver des solutions. Quelles modalités ? Concrètement, l'autonomie pourrait concerner l'éducation, la santé, le social, les transports, ce qui exclut les compétences régaliennes, sécurité, justice, affaires étrangères et défense. L'ancien président de la région ne dit pas non à l'autonomie, mais il s'interroge sur les moyens qui seraient alors alloués. Quelles sont les dotations? Est-ce que l'autonomie, c'est moins d'argent? Est-ce que c'est plus de compétences désargentées? Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. L'autonomie, une réponse suffisante? Après 2 semaines de conflit, les revendications restent plus sociales qu'institutionnelles. Il y a tellement de problèmes ici qu'il faut régler qu'un seul débat ne va pas suffire. En 2003, consultés par référendum, les Guadeloupéens avaient repoussé un changement de statut. Ils sont toujours là, malgré le froid, malgré la neige, bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Plus de 2000 migrants kurdes venus d'Irak pour la plupart. Combien seront-ils dans ce nouvel avion retour affrété ce samedi par Bagdad aujourd'hui? Ils racontent leur désillusion après les promesses. Minsk est accusé, on le sait, d'avoir acheminé et instrumentalisé ces réfugiés. Notre envoyé spécial Gulliver Krag a recueilli leurs témoignages au centre logistique de Brouski, tout près de la Pologne. L'hiver est arrivé. Un garde-frontière biélorusse joue avec les enfants migrants. La plupart n'avaient jamais vu la neige. En Turquie, nous vivions dans une région où il y a des plaines. Il y a des endroits où il neige dans le pays, mais pas là où on était. C'est à cause de cette neige que je ne peux pas tenter à nouveau de passer la frontière, car la voie est fermée. Nous y sommes allés et on ne nous laisse pas passer. Avec sa femme malade, Ahmed ne veut pas s'éterniser à l'extérieur. Sale temps pour attendre un repas avec des enfants, mais dedans on n'est pas servi. Ceux qui obtiennent des repas se précipitent dans ce hangar. Regardez là, c'est ça la nourriture. C'est pour ça qu'on attend 2 heures dehors. Près de 1700 migrants sont hébergés ici. Tous ont déjà tenté d'entrer en Pologne. Certains ont été refoulés plusieurs fois. Ahmed et sa famille ne peuvent pas reculer. Ils vivaient illégalement en Turquie après avoir fui la Syrie il y a 9 ans. Alors, quand d'autres Syriens leur ont parlé de cette nouvelle route pour entrer en Europe, ils ont décidé de tenter leur chance. On nous a dit que ce serait facile, qu'il fallait juste atteindre les frontières et que l'Europe nous laisserait passer et qu'on serait accueillis comme des êtres humains, surtout si on voyageait en famille. Mais c'est tout le contraire. Si on avait su que ça se passerait comme ça, la situation, le froid, les maladies, les gaz lacrymogènes, on ne serait pas venus. Tous sont choqués par la réaction musclée des autorités polonaises et par son recours au gaz anti-émeute. Quand on voit la police des frontières polonaises utiliser du spray au poivre contre un enfant, vous savez, l'Irak est un pays difficile. Il y a la guerre, la crise économique, tout ça, mais jamais on aspergerait de spray au poivre le visage d'un enfant. Certains migrants ici nous ont aussi exprimé leur colère contre la Biélorussie qu'ils accusent de se servir d'eux dans un jeu géopolitique, mais pas devant la caméra. Ici, ils sentent que la meilleure réponse, c'est de rester calme, poli et reconnaissant qu'au moins ils ne dorment pas dans la forêt. Et on en vient à ces manifestations en Turquie. Elles étaient des milliers ce samedi dans les rues d'Istanbul. Leur mot d'ordre, l'élimination des violences faites aux femmes. Jeudi, la journée internationale avait tourné court après l'emploi de gaz lacrymogène par la police. Des manifestantes qui dénoncent aussi le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, traité international protégeant les femmes. Selon les organisations féministes, 345 femmes ont été tuées par leurs conjoints actuels ou anciens conjoints depuis le début de l'année. La colère aussi dans les rues de Madrid, en Espagne. Ici, ce sont les policiers qui ont voulu faire entendre leur voix contre le gouvernement. Dans leur viseur, un projet de loi visant à amender la loi sur la sécurité. Et il y a une disposition en particulier qui fâche, celle qui facilite la captation et la publication de vidéos montrant les forces de l'ordre. Edwige Wanamissa. Des milliers de policiers sont venus exprimer leur colère dans les rues de Madrid. Aux côtés des forces de sécurité, les partis d'opposition de droite,
Tous manifestent contre une proposition de loi qui viendrait modifier la loi sur la sécurité. Mais pour les syndicats de police, les changements proposés rendront leur travail plus difficile. Cette loi nous donne un certain nombre d'incertitudes pour travailler sur le plan technique et aussi pour notre sécurité physique. Mais les citoyens sont les plus touchés. Une proposition est particulièrement critiquée, celle qui vise à supprimer l'obligation d'autorisation pour filmer et publier des vidéos de policiers en exercice. L'année dernière, la Cour constitutionnelle espagnole a censuré cette obligation. Elle la juge inconstitutionnelle. Par ailleurs, Amnesty International et le défenseur espagnol ont demandé que la loi soit modifiée. Mais certains redoutent que les policiers soient facilement identifiables et davantage exposés au risque de représailles. Nous pensons que c'est une loi qui, avec ces modifications, laissera les policiers de toute l'Espagne sans protection et créera des situations d'insécurité pour les citoyens. Pour que nous puissions nous sentir en sécurité, la première chose est que les policiers se sentent eux-mêmes en sécurité pour agir et défendre nos droits et la loi. La loi sur la sécurité a été adoptée par le précédent gouvernement conservateur en 2015. Mais pour ses détracteurs, elle donnerait trop de pouvoir aux policiers au détriment des libertés civiles. La nouvelle version de la loi proposée a obtenu le soutien de la coalition de gauche au pouvoir en Espagne. L'actualité africaine maintenant, ce sont ces nouveaux récits, 2 morts, 18 blessés sur la route du convoi militaire français, direction Gao au Mali. Il avait déjà été bloqué, souvenez-vous, au Burkina Faso pendant plus d'1 semaine, à la suite de manifestations anti-françaises. Eh bien, cette fois, il a été pris pour cible peu après son entrée sur le sol nigérien, à la frontière, à la proximité de cette frontière, à la ville, au niveau de la ville de Terra, c'est dans l'ouest du pays. Selon les autorités, les militaires français ont fait usage de la force pour se dégager. Une enquête a été ouverte. Direction Ouagadougou, capitale sous tension du Burkina Faso ce samedi. Le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre a fait au moins 3 blessés. Des centaines de personnes ont réclamé le départ du président Kaboré, jugé incapable d'enrayer la spirale djihadiste. Un rassemblement interdit à l'appel de la coalition du 27 novembre. France 24 y était. C'est un reportage de Kalidoussi. À 8 heures, la place de la Nation, point de départ annoncé de cette marche de protestation, était encore vide. Et pour cause, elle est protégée par des forces armées venues empêcher les manifestants de s'y installer. Car le rassemblement du jour n'a pas reçu l'autorisation de la mairie de Ouagadougou. Ce qui exaspère cette femme qui tente de négocier avec un soldat burkinabé. Aujourd'hui, je suis sortie pour marcher parce que je suis femme d'FDS. J'ai des enfants et je n'ai pas envie d'être veuve. C'est simplement, c'est ça. Je n'ai pas envie d'aller crier comme la dame qui a crié le nom de son mari au cimetière de Gunguin. Face à l'impossibilité de se rendre sur la place de la Nation, les manifestants décident d'investir la rue. À l'image de ce taxi, les véhicules sont priés de faire demi-tour. Tandis que la manifestation prend de l'ampleur, des slogans sont entonnés, des pancartes à l'effigie de l'ancien régime sont brandies. Certaines visent directement la France. On a des militaires qui peuvent sauver le Burkina. On demande à la France de dégager. Elle n'a qu'à décapier du Burkina. Voilà, on en a marre. Trop, c'est trop. Elle a des unités ici qui ne peuvent pas nous sauver. À quoi sert? Elle n'a qu'à dégager. Alors que des pavés sont arrachés par quelques manifestants pour barrer les rues, les CRS usent des premiers tirs de gaz lacrymogène. Certains appellent au calme. Au même moment, une foule fait face aux CRS pour leur manifester leur soutien, puis reprennent spontanément l'hymne national burkinabé. La police qui a commencé à garder les gens a compris que le peuple est sorti pour eux. La police a compris que le peuple est sorti pour eux, pour libérer ce pays-là. Les policiers meurent au quotidien. J'ai dit aux manifestants de tempérer, de ne pas lapider la police, parce que la police est avec nous. Mais la trêve est de courte durée. Tirs de lacrymogène, grenades de désencerclement. Le temps n'est plus au dialogue pour les CRS qui décident de mettre fin au rassemblement à peine 2 heures après avoir débuté. À la mi-journée, la circulation restait très perturbée en centre-ville, mais des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se poursuivaient dans plusieurs lieux de Ouagadougou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à la régie. Le prochain journal, c'est dans 15 minutes. Restez sur France 24.